Face à face. Questions à ceux qui font l'actualité. Face à face sur Radio Sénégal. Face à face, une émission présentée par Thierno Diallo. Amis auditeurs de Radio Sénégal, bonjour. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face à Face. À la technique Ndikou Fall, Madame Mariam Sow, bonjour. Bonjour Monsieur Diallo. Vous êtes la présidente du réseau international ENDA Tiers-Monde, leader environnementaliste, défenseur infatigable des masses laborieuses du monde rural. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui donc dans Face à Face pour parler du nouvel or noir, le foncier, objet de litige, tous azimuts, tensions urbi et orbi, violence, arrestation, emprisonnement, mort d'homme. On aura assisté au Sénégal à beaucoup de scénarios. Hier, Mbane, Fanaï, 2011, 2 morts. Aujourd'hui, Nengeler, Dougar, Nyanding, Toben. En somme, il ne se passe pas, madame, 1 ou 2 semaines sans qu'un conflit foncier n'éclate au Sénégal. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de ces conflits fonciers? L'origine de ces conflits fonciers, nous avons remarqué que depuis la crise alimentaire vers les années 2008, il y a eu une ruée des multinationales vers les terres africaines. Donc le Sénégal n'est pas épargné de ça. Et cette ruée se justifiait selon certains propos, c'est que d'ici 2050, l'Afrique aura une grande population et le problème de nourriture risque de se poser. Surtout avec sa grande population, il y aurait une certaine famine en Afrique. Donc il a fallu certainement s'il y a eu appel à des multinationales pour venir de plus en plus investir au Sénégal. Donc c'est la cause fondamentale numéro 1 de ces conflits-là. S'y rajoute l'augmentation de notre population. La croissance démographique. Exactement. La raréfaction des terres et ça devient de plus en plus terrible. Voilà, c'est en tout cas les causes fondamentales qui sous-tendent cette ruée vers les terres. Mais en même temps, on oublie que la plus grande partie de notre population vit en milieu rural. Elle vit de l'agriculture, de l'élevage, des produits de cueillette, et que cet environnement-là, ce foncier-là, est destiné à une diversité d'activités rurales et maintenant même urbaines pour nourrir en tout cas les Sénégalais. Comme vous l'avez dit, c'est la croissance démographique, l'aménagement du territoire, le développement économique ou encore l'agro-business qu'on pointe du doigt aujourd'hui avec ces conflits que nous voyons pratiquement tous les jours. On va y revenir largement. Mais certains experts fonciers estiment que, en fait, c'est la loi 64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national qui n'a pas été du tout claire. En somme, cette loi-là, elle est caduque, obsolète. En tout cas, la loi de 1964 sur le domaine national, en termes de réflexion, de vision en fonction de nos réalités, c'est une loi qui est à louer. À l'époque ou toujours? Jusqu'à aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe et si on écoute même le président, je ne sais plus à quelle occasion, c'est très récent, on pense que cette loi-là, effectivement, il y a des amendements à faire, il y a des améliorations, il y a plein de choses à revoir que nous avons essayé même de revoir au niveau de la société civile à travers le CRAFS, avec les communautés locales, avec même l'accompagnement des juristes. Mais l'épine dorsale de la loi en tant que telle, qui fait de la terre un bien commun, où chaque Sénégalais pourrait exploiter, est à louer. Maintenant, effectivement, la réflexion de la loi et sa mise en œuvre, c'est autre chose. Comme il n'y a pas eu de décrets d'application qui ont suivi, il n'y a pas eu aussi d'information et de formation tout azimut, il y a eu quand même vraiment des déviations au niveau de cette loi-là. Et c'est ce qui la rend aujourd'hui terrible. Parce que caduc. Bon, peut-être caduc, oui, mais obsolète, quoi. Obsolète, mais on tient à ce qu'on garde l'épine dorsale même de la loi. Parce que ce qu'on craint, que c'est d'aller vers une réforme qui cherche à immatriculer les terres ou bien à donner des titres fonciers. Et là, c'est justement le plus grave. On va se retrouver vers une marchandisation des terres. Et ça a démarré d'ailleurs. Exactement. Elle se fait malgré que cette loi-là, vous avez raison de dire qu'elle est obsolète. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui,
la terre, la loi condamne celui qui vend et celui qui achète. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui s'expriment pour dire que oui, j'ai acheté, voilà ma délibération. Et en réalité, une délibération ne justifie pas la vente de terre. La délibération doit t'aider à mettre ça en valeur. Et si tu ne mets pas ça en valeur pendant un certain temps... 2 ans 2 ans, je ne sais plus, mais en tout cas, pendant un certain temps, et si vous ne mettez pas en valeur, le conseil rural ou le maire a la possibilité de récupérer cette terre-là et l'affecter à quelqu'un d'autre. Suivant une procédure qu'on ne respecte pas souvent au Sénégal. Non, j'ai pas plus tard que hier, je suivais un sketch où on dit que oui, c'est ma terre, je l'ai vendue à tel, est-ce que tu as la délibération? Donc ça veut dire que les gens pensent qu'à partir d'une délibération, on peut vendre la terre. Mais selon la loi sur le domaine national, la loi condamne celui qui achète et celui qui vend. Et cette loi, en fait, elle a mis certes fin aux droits coutumiers des paysans sur les terres qui les exploitent et qui pensaient que ces terres les appartenaient. Mais pour autant, le problème n'est pas résolu. Qu'est-ce qui explique cela? La croyance est toujours là, ça me souffle mal. Oui, voilà. Mais vous savez aussi, quelle que soit la nature de la loi repose aussi, ou bien elle a trouvé un certain nombre de valeurs. De croyances. Et elle a essayé aussi de respecter cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit coutumier qui est là, n'est-ce pas? Et la loi sur le domaine national, elle dit que la terre revient à la communauté. Et même si on regarde, si on avait bien épluché la mise en œuvre de la loi en son temps, et si on avait suivi avec des décrets d'application, le problème se poserait moins. Parce que là, en ce moment-là, la loi disait que la terre doit être affectée à celui qui veut l'utiliser. Et si on regarde la loi coutumière, elle n'était pas loin de ça. Parce que même si c'est ton grand-père qui possédait la terre, ton grand-père le partageait avec les habitants de la communauté. Tu cultives, tu as 1/10 de récolte à distribuer ou bien à donner, sinon même quelquefois pas. Donc ça, c'était une valeur qui était là. Maintenant, avec la loi, si on avait analysé cette valeur qui était là et les changements qu'on a envie de modifier en intégrant les communautés, on allait trouver un juste milieu. Mais en même temps aussi, ce qu'il ne faudrait pas perdre de vue, que la loi, ceux qui l'ont mis en œuvre, donc le concept, si je prends ta terre de mon domaine, vous voyez un peu, la loi n'a pas osé aller jusqu'au bout, parce que la terre aussi appartient, ceux qui réclament le droit coutumier, c'est des autorités, c'est des notables. On n'a pas pu pousser jusqu'au bout. Et les communautés ont continué à dire, effectivement, c'est leur terre. Maintenant, s'il y a une affectation, les gens trouvent des mécanismes négociables sur le terrain en disant, oui, c'est une délibération, mais en réalité, en dessous, le plus souvent, il y a une vente habillée et déguisée. Donc, ça veut dire que c'est bien de mettre en place une loi, mais c'est mieux encore de mettre en place des mécanismes d'accompagnement pour sa mise en œuvre. Voilà, ce qui n'a pas été fait. Exactement. Et la croyance, elle est toujours là. Les populations, mais si on regarde au fond, je le dis souvent, en réalité, si on regarde les procédures qui se mettent en place, vous venez, vous dites que vous avez besoin de terre, on vous arrange une délibération des milliers d'hectares ou des centaines d'hectares. Et avec cette délibération, vous introduisez votre bail. Et du bail, vous passez au titre foncier. Voilà. N'est-ce pas? Et là, la terre vous revient pour de bon. Et pour vos enfants. Et ces communautés-là, qui n'avaient que cette terre-là pour exercer leurs diverses activités. L'élevage, l'agriculture, la pêche, la cueillette du bois. Donc tout ça, ces populations-là, c'est leur droit le plus absolu de vivre au niveau de leur terroir. En quoi? Parce que c'est écrit, c'est acté par un juriste, qu'on dit que non, cette terre-là ne t'appartient plus, mais ça appartient au fils de X, et que Y qui était là depuis longtemps, et qui vit de ça, on te dit que la terre ne se revient pas. Donc, tant qu'on n'examine pas de près cette situation, ça ne va pas. Et nous, au niveau de la société civile, que nous pensons que nous devons trouver un consensus. Et nous avons fait des réflexions là-dessus, qui fait qu'on reconnaît les droits des communautés
Et on trouve aussi des formules qui font qu'elles auront droit d'usage, mais aussi qu'il n'y a pas possibilité aussi de vendre. Donc ça, si on pousse les réflexions avec une démarche participative, inclusive, parce que les populations, elles sont très conscientes aujourd'hui que la population a augmenté. En fait, c'est là le problème. Vous avez parlé de droit d'usage, et certains voulaient peut-être un droit de propriété. Et c'est là le début du clash. Je dis bien qu'un droit de propriété. Autour, je prends l'exemple de la zone sylvo-pastorale, qui, jusqu'ici, qu'on le veuille ou non, c'est l'élevage qui domine. Et ces éleveurs-là sont des parties prenantes, c'est des Sénégalais, qui doivent aussi exercer leur métier. Maintenant, si on prend des milliers d'hectares qu'on affecte à une société qui produit, qui a des moyens pour vraiment mettre tout ça en valeur, et si c'est à lui, avec titre foncier, ces populations-là iront où? Elles iront où en ce moment-là? C'est le début de la paupérisation. Exactement. Voilà. Ou bien elles vont rester. Et si elles restent, on va leur dire que oui, vos jeunes vont travailler. Tu auras, comme on l'a fait à Djaël, en disant aux éleveurs, attendez, si on récolte, vous aurez vos bétails pourront brouter. Au début, le gars a fait un peu de maïs en le distribuant aux éleveurs. Après, rien. Il n'y a plus rien, il n'a même pas produit. Et jusqu'ici, ces terres-là ne sont pas encore reversées à la communauté. À Djaël. À Djaël, oui. Voilà. Le problème est là. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se trame en bas. Pourquoi ces terres-là ne reviennent pas à la communauté? Et pourtant, les initiatives ne manquent pas. Après 1964, il y a eu la loi de 1976 sur le domaine de l'État cette fois-ci. Et quelle est la différence entre les deux là, le domaine national et le domaine de l'État? Bon, pour moi, le domaine de l'État, c'est tout ce qui est, en tout cas, foncier. Le littoral, par exemple. Les forêts classées. Et qui sont même domaine de l'État, mais domaine des communautés. Parce que les forêts classées sont dans des zones de communauté. Et c'est des réserves foncières qui, normalement, devraient revenir à la communauté. Parce qu'aujourd'hui, comme on fait face à la désertification, on fait face à la dégradation de l'environnement. On dit qu'il faut aller vers la transition agroécologique. Et là, c'est le président même qui l'a dit. Donc, si on fait ça, effectivement, les forêts classées qui sont dans les terroirs devraient être des terrains aussi, des forêts gouvernées en partie aussi par les communautés et à un moment donné pouvoir exploiter ces forêts et aller encore classer d'autres zones pour gérer la vie de la biodiversité, pour gérer les terroirs. Donc, c'est un peu ça la différence. Le littoral, vous avez vu, c'est un domaine de l'État. Mais voilà, on fait ce qu'on a envie de faire. Et le domaine de l'État aussi, c'est quand il y a un projet important qui concerne le Sénégal, donc un bien commun, que l'État, le président, a le pouvoir de prendre dans le domaine national et le reverser au domaine de l'État. Mais tout ça, c'est des choses qui s'expliquent et qu'on comprenne. Mais prendre prétexte que c'est une multinationale qui veut s'installer, qui veut faire de la culture du riz, qui veut faire de la canne à sucre, pour lui, pour s'enrichir, et prendre ces terres-là, dire oui, c'est l'État qui a pris. Non, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que c'est un besoin qui se justifie, comme le trou à péage, comme le terre. Donc là, on sait, c'est un bien commun. Un lycée, par exemple, un hôpital, tout ça, ça se comprend. Mais en dehors de ça, non. Et les terres aussi où on trouve des ressources naturelles identifiées, telles que les mines. Donc là, l'État peut mettre la main. Tout à fait. Mais tout en tenant compte aussi de cette population qui vit sur ces terres. Ce qui n'est pas souvent le cas. Et il y a aussi, madame, un troisième régime, à part le domaine national, le domaine de l'État. Le troisième, c'est le titre foncier dont on parlait tout à l'heure. Au niveau de nos réflexions, nous n'avons pas rejeté. Si je dis nous, je parle de CRAFS, où c'est tout un ensemble d'ONG et d'organisations paysannes sous l'égide du CNCR, où nous disons qu'on n'exclut pas le titre foncier. Mais ça devait se faire cas par cas.
C'est-à-dire? Cas par cas, c'est-à-dire que, comme cela se passe actuellement, si vous disposez au sein de la communauté d'un terrain raisonnable, que tout le monde reconnaisse votre terrain, d'une superficie vraiment assez raisonnable, je prends 4 hectares, 5 hectares, c'est à vous. Il n'est pas exclu d'aller déclarer, chercher votre titre foncier. Vous avez votre maison, ok. Un groupe de villages, de femmes par exemple, sur un périmètre bien déterminé, où les femmes cultivent, elles produisent. Et si le groupe, le GIE est en mesure d'obtenir un titre foncier au nom de ces femmes-là, pourquoi pas, pour les sécuriser davantage. Pour vous, tant que c'est pas beaucoup, 5... c'est raisonnable. C'est raisonnable. Et mais 300 hectares... Je trouve ça trop excessif. Ça dépend. En tout cas, toute terre aujourd'hui qui se situe entre Dakar jusqu'à Tivaouane, jusqu'à, pour ne pas dire Kaolack, au-delà de Mbour, n'est-ce pas? On sait que c'est une zone qui est envahie fortement par l'urbanisation. Et ces zones-là, ce n'est pas des zones purement urbaines, il y a aussi des ruraux qui y habitent, qui ont aussi des activités et qui doivent quand même vivre de leur activité, développer leur activité, transformer leur activité. Si on se permet de prendre 100 hectares, même 50 hectares, même 20 hectares dans certains endroits, c'est trop. Vous savez, les choses ne se mesurent pas en termes de grandeur de superficie, mais c'est plutôt en fonction de la communauté qui habite et de leurs activités. On sait que si on prend là-bas autant de superficie, ça veut dire que ces populations qui sont de là-bas risquent de déguerpir. Voilà. C'est ce qui s'est passé en 2011 avec les événements de Fanaï. Il y a eu mort d'homme, pratiquement 2 personnes tuées. On a voulu affecter 20 000 hectares à une société. Mais justement, c'est tout un combat. Quand les gens de Fanaï se sont mobilisés pour dire non, et que le président de la République en son temps a désisté pour aller prendre une réserve, la réserve de Djaïel, où quand même c'était un patrimoine protégé, pour affecter ça à la société Senhuile Sénétanol, les populations aussi ont développé leur résistance jusqu'à aujourd'hui. Le projet avait démarré, mais avec des problèmes, il n'a pas réussi à produire ce qu'il voulait. Finalement, on ne sait pas, de fil en aiguille, les terres sont remises à d'autres sociétés. Donc, on ne sait pas. Et il y a eu un décret qui a annulé la délibération de Djaïel avec le président Macky Sall. Mais ensuite, un mois après, un nouveau décret est revenu pour le réaffecter à cette société-là. Et c'est ça aussi quand même où on se pose des questions. Voilà, justement, là vous incriminez qui? Ces délibérations dont on parle, qui sautent souvent comme ça, c'est le conseil municipal, le maire, la commission domaniale. Vous incriminez qui dans ces délibérations? En tout cas, dans la plupart de ces délibérations, il y a déjà cette crise de 2008 que je dis, où on dit que l'Afrique aura faim, donc il faut donner des terres aux multinationales, où on prend prétexte qu'on va donner de l'emploi aux jeunes. Maintenant, fort de ces informations-là, sont-elles fondées ou pas? On a vu des sociétés débarquer au niveau de certaines zones. Et quand elles débarquent, le vocabulaire, c'est de dire que nous allons prendre tant d'hectares, on fera ceci, on fera cela, on va créer de l'emploi. Et comme il y a d'autres personnes qui sont réfléchies au niveau de leur village et qui comprennent, mais qui disent non, ça ne va pas. Donc le plus souvent, la plupart de ces cas-là qu'on vient d'énumérer, que vous venez d'énumérer, il y a eu toujours la complicité des maires. Donc, ils ont eu trop de pouvoir. Le président l'a même reconnu. Non, ils ont eu trop de pouvoir. Mais là aussi, je dis seulement, heureusement que ce n'est pas tous les maires qui le font.
Ça, c'est un. Deuxièmement, si les maires le font, il faut aussi que le président de la République arrive aussi à intégrer que toute délibération qui sorte, c'est devant le sous-préfet. Et chaque délibération se valide après avec le préfet. Donc, ça veut dire que c'est l'administration aussi qu'il faut regarder. La transparence. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, ces commissions-là sont pratiquement jugées opaques, une infime minorité qu'il faudrait peut-être élargir, une inclusion. Nous, dans notre démarche du CRAFS, je reviens toujours là-dessus, nous avons dit que actuellement, on ne peut plus continuer à gouverner la terre sans les communautés. On a dit qu'au niveau de chaque zone ou chaque village, si on parvient à finaliser la réforme, c'est arriver à mettre en place des groupes paritaires où il y a les femmes, la jeunesse. Et cette jeunesse, c'est son patrimoine pour le futur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Exactement. Voilà. Avec les notables, qu'il y ait ce groupe-là, et ce groupe-là, qu'il soit reconnu dans la législation. Et comme ça, s'il y a quelqu'un qui vient pour dire que je veux faire tel projet, que ce groupe-là, avec l'appui de la société civile, arrive aussi à examiner, à regarder, aider les populations à comprendre la nature du projet. Les populations, elles ne sont pas bêtes. Une fois que le projet est clair et que les populations y trouvent leur compte, et tout en régulant la durée de l'affectation. Donc, qu'on ne dit pas « bail 99 ans » et que les populations ne peuvent plus contrôler. Donc, qu'on limite la durée. Que les populations donnent leur avis au maire pour dire que ça va. Et sur l'assiette foncière, là aussi, il faudrait délimiter. Il faut délimiter. Là, voilà. Je crois, je n'ai plus les chiffres, mais on ne peut pas en tout cas donner, quelle que soit la taille de la multinationale, mais après avoir examiné et vu les intérêts, ça ne doit pas aller au-delà de 30-40 hectares. Vraiment, vraiment. Parce que regardons, on pense qu'il y a beaucoup de terres au Sénégal, mais il n'y a plus rien. Parce que cette terre-là, nous devons y vivre. Nos animaux, le bétail, même les micro-organismes ont besoin de vivre pour donner vie à cette terre-là. Et si on donne tout, on perd tout. Mais exactement. Donc ça, il faut que ça cesse. Au début, la délibération, par exemple, il y a eu des changements. Les délibérations devraient être publiques. Les populations peuvent venir assister à une délibération, écouter. Un contrôle citoyen. Exactement, écouter. Même si elles n'ont pas le droit de prendre la parole, s'il y a des groupes paritaires qui sont reconnus, consultés, qui ont donné leur avis, dans un village par exemple, le jour de la délibération, pourquoi ne pas inviter ces gens-là? Venez écouter, public, mais maintenant, ils ont mis quelque part, les délibérations sont à huis clos. À huis clos. Donc tout ça... Source de problème. Exactement. Voilà. Exactement. On dit aussi que si la délibération est faite, on doit afficher ça dans les murs de la communauté et que chaque citoyen peut venir contrôler. Qu'est-ce qui explique en fait tous ces manquements et toutes ces failles-là? Est-ce absence d'outils de gestion ou méconnaissance en fait de la réalité aujourd'hui? Bon, on peut dire qu'il y a peut-être absence d'outils de gestion. Je crois aussi qu'il faut accepter. Il faut aussi accepter peut-être que les gens ne connaissent pas, mais on voit que les populations connaissent parce que si ça ne va pas, elles sortent, elles crient. Donc ça veut dire que quelque part, il ne faut pas les considérer comme des gens qui ne comprennent rien. Comme des ignares. Exactement, c'est des gens qui comprennent. Et parce que même si les gens font ça à leur insu, mais finalement les choses finiront par éclater. C'est le cas de Fanaï, c'est le cas de Yael, c'est le cas de Dodel, c'est le cas de Ourour. Plein de cas. Il y a eu d'autres. Il y en a beaucoup au Sénégal. Et que fait l'État dans de pareils cas? Vous l'avez dit, cette opacité des commissions, l'État laisse faire? Vous ne pensez pas? Bon, je crois que l'État doit avoir une vigilance beaucoup plus forte. Et aller aussi à l'action. Finaliser ce processus de réforme.
reconnaître que ces communautés sont partie prenante de leurs réformes. Et je vous dis que quand la réforme foncière a été reprise par le professeur Souran, paix à son âme, voilà. toute la société civile, avec les communautés locales, se sont mobilisées pour faire des réflexions dans les terroirs, en leur disant, voilà, vous savez que la sécheresse est là, la population augmente, la souveraineté alimentaire pose problème, la dégradation de l'environnement est là, les animaux, les éleveurs font partie, la migration. Aujourd'hui, quelle que soit la nature de la loi, il faut arriver à changer. Mais aujourd'hui, où sont les conclusions de cette commission? Les conclusions sont là. Nous, on a appelé ça les dires des paysans. Et ces dires des paysans, au niveau de différentes zones agroécologiques, ont fait l'objet d'analyses et de mise en commun. Jamais appliqué. On a produit d'abord ensemble, la commission a produit un document de politique foncière. Nous aussi, au niveau de la société civile, nous en avons promis un. Résultat, la commission a été dissoute. Maintenant, je ne sais pas, en tout cas, au niveau de la vision, nous avons eu un consensus, même s'il y a des points de désaccord, parce que nous, on est contre l'immatriculation des terres, ni au nom des communautés communes, ni au nom de l'État. On cherche à ce que les terres restent les terres de communauté avec des garde-fous qui les sécurisent et qui interdisent la marchandisation. On a eu quand même un minimum de consensus au niveau du groupe paritaire et tout ça là. On l'a remis ensemble au président. Maintenant, il fallait passer à l'étape suivante. Ce qui n'a pas été fait. Législation, ce qui n'a pas été fait, et la commission a été dissoute. Mais là, vous ne posez pas des questions sur ça. Le président qui commandite en fait un rapport sur la gestion foncière, le travail a été bien fait, comme vous dites, par le professeur Souran, paix à son âme. Aujourd'hui, vous donnez les conclusions au président de la République, les conclusions qui se retrouvent dans les tiroirs, la commission qui est dissoute. Cela pose problème, non? Non, il faut dire aussi professeur Souran n'avait pas achevé la réforme. Il a travaillé juste avec nous et on a donné des contributions, là où je dis qu'il y a eu quand même des points de désaccord, au moins autour d'une vision globale. Parce que aussi, vous ne pouvez pas dire que c'est telle loi, sans donner à cette terre-là une fonction, sans avoir une vision politique autour de la réforme. Donc il y a eu cette première vision qui intègre en partie quelques préoccupations de la société civile, mais on s'est dit, allons-y, mais peut-être qu'au niveau de la législation, nous pouvons gérer quelques cas en ce qui concerne l'immatriculation. Donc, on a dit, allons-y, on va passer à l'étape suivante. Malheureusement, ce document a-t-il été examiné ou pas? Dieu sait, président sait. Et la législation n'a pas suivi. Mais nous, au niveau de la société civile, nous avons poursuivi notre réflexion sur la base, comme épine dorsale, la loi sur le domaine national, en proposant des amendements, en disant qu'on le veuille ou non, il y a des pratiques qui existent aujourd'hui en milieu paysan. Il faut arriver à trouver des méthodes de les reconnaître. C'est par exemple la location des terres. La loi interdit la location des terres. Mais aujourd'hui, il y a des populations qui trouvent l'intérêt de louer leur terre à quelqu'un avec des dates bien précises et certainement avec une certaine redevance. Mais pourquoi ne pas examiner ces cas-là et essayer de les valoriser? Et là, il y a un de vos collègues, Amakodou Diouf, du Congrès que vous connaissez certainement, qui disait, et il était membre de cette commission, soit le président a été mal informé, soit il s'est trompé sur les conclusions de cette commission-là. Moi, je crois que certainement, il a été mal informé, mais de plus en plus, les déclarations qu'on écoute de temps en temps, qui viennent de lui, confirment les inquiétudes de la société civile. Il dit qu'il est hors de question de vendre les terres des populations. Il pense que non, il y a plein de conflits. Donc, je crois que certainement, il a été mal conseillé, mais aussi, nous savons aussi que quelque part, il y a des pressions aussi autour de cette réforme. Il y a aussi toujours... Des pressions venant de qui? Il y a aussi les grandes institutions, par exemple. Si je prends
la Banque mondiale aussi, qui vraiment aussi cherche à aller vers cette réforme-là. Bon, là aussi, ils ont démarré un projet, je ne maîtrise pas trop, mais qui a priori consulte la société civile. Ira-t-elle jusqu'au bout cette commission-là pour finaliser les choses ou non? Dieu seul sait. Mais je crois qu'il faut prendre toutes ses responsabilités et accepter qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire ce qu'on est en train de faire. On a pensé qu'il y a des outils de gouvernance des ressources aujourd'hui que les communautés mettent en place pour gérer leurs forêts, pour gérer la régénération de leurs ressources, ce qu'on appelle les conventions locales, dans les communautés, même intercommunalités. Nous pensons que ces outils-là méritent une reconnaissance juridique pour qu'elles ne soient pas aussi bafouillées. Les populations initient des PAS, les plans d'occupation de leur propre terroir. Donc tout ça, je crois qu'il faut arriver à prendre connaissance de tout ça, l'intégrer et les valoriser. L'intégrer dans les exactement, réformes. Voilà. Et nous, on l'a mis, et même la commission l'a reconnu. On a dit qu'il faut que ces outils de gouvernance que les populations font avec une participation de la communauté, et même dans certaines zones, il y a quand même des sous-préfets, des préfets, heureusement qu'il y a toujours des bonnes intentions qui participent à ces processus. Il y a aussi des maires qui le font. Dans le Ndogababakar, par exemple, Ndiob, la commune de Ndiob, avec Oumar Ba. Voilà, avec Oumar Ba. Donc, à Koussanar, à Dramé Escale, il y a plein d'initiatives dans ce sens-là, des populations, des maires, avec leurs sous-préfets, qui accompagnent des initiatives, en tout cas au niveau local, pour trouver des ententes autour des conventions ou des PAOS pour gouverner leurs ressources en tenant compte vraiment des bien-être des humains, des animaux et de l'environnement il-même. En parlant d'outils justement, avec ces outils de sécurisation foncière, il y a des communes, c'est sinon pratiquement 9 communes qui sont dans la région de Saint-Louis qui ont eu à bénéficier d'un appui de Sonet Afrique pour la sécurisation foncière avec des registres fonciers. Je vous nommer Gandon, Diama, Ronk, Ndiayen Pendao. En fait, aujourd'hui, ces communes-là disposent d'outils en fait, de gestion foncière pour éviter, comme on dit, ces conflits que nous vivons aujourd'hui. Oui, je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent dans ce sens-là. Aider les communautés à disposer de leurs propres outils pour une meilleure gouvernance foncière. Donc ça, c'est à louer. Mais il faut aussi être vigilant à travers tout ça. Et si les populations sont impliquées, et si les populations le font en connaissance de cause, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Parce qu'elles sont les seules aussi à pouvoir exercer un contrôle citoyen sur leurs propres ressources. Voilà. Amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Face à Face qui reçoit ce dimanche 9 mai 2021 Madame Mariam Sow. C'est la présidente du réseau international ENDA Tiers-Monde, leader environnementaliste et défenseur infatigable donc du monde rural. Alors Madame, on a frôlé le pire en début de semaine suite aux affrontements entre habitants de Nengeler et vigiles de la société Sédiment. Est-ce que ces conflits-là, on pouvait les éviter? On pouvait les éviter et moi je pense que dès le premier conflit, il fallait prendre des mesures comme on le fait souvent dans certaines zones, c'est arrêter carrément je dis bien, l'exploitation. Le temps de réfléchir et de partager avec les communautés. Donner le temps nécessaire pour recueillir le maximum d'informations. Ça n'a pas été fait. Même si ça a été fait et qu'il y a eu un consensus, normalement, ça ne devait pas rebondir. Ça veut dire que si ça rebondit, il y a eu quelques failles autour de la première négociation. Donc, il faut qu'on arrive à instaurer de plus en plus une communication et une écoute mutuelle de ces communautés et de ces gens aussi qui sont des Sénégalais qui cherchent à bien faire. Et s'il y a une écoute mutuelle, vraiment écoute, je dis bien écoute, et ne pas aussi
il faut accepter aussi certaines réalités qui sont là. C'est des combats que nous devons mener. C'est le fait aussi que quelque part, je dis quelque part, on ne peut pas condamner carrément les communes, mais il y a des moments où même c'est les populations aussi qui se divisent et qui jouent le jeu. Certainement ont eu des passages avec l'entreprise en promettant ceci et cela, et ils y vont avec leur propre intérêt individuel. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte. Je les aime bien. Mes parents et moi-même, je suis rural comme eux. Mais il y a des moments aussi, quand même, il faut aussi regarder. Parce qu'il y a toujours des courtiers, des intermédiaires qui sont là aussi entre le maire, le gars qui vient. Parce que les entreprises, quand elles viennent, elles ne connaissent pas le terroir. Ils ont des guides. Ils ont aussi des conseils, ils ont des courtiers. Donc tout ça, il faut vérifier. Et comme solution, l'État n'a trouvé mieux l'année dernière, après l'éclatement de ce conflit, que de dépêcher une délégation de ministres. Et on avait promis à ces gens-là qu'après donc exploitation durant l'hivernage, que ces producteurs allaient partir et laisser la place aujourd'hui à Sedima. Apparemment, il y a eu, comme vous dites, défaut de communication. Moi, je crois que nos ministres, Monsieur le Président, il faut arriver à reconnaître que l'intérêt de ces communautés-là et aussi du Sénégalais privé, ce sont ces autorités-là aussi qui doivent défendre aussi, en tout cas, l'intérêt de ces communautés. Nous savons bien qu'une communauté qui vit de la terre, qui cultive, qui a une jeunesse, qui va augmenter, qui a besoin de ça, c'est sa vie, même si elles disent qu'après cet hivernage, je laisse, et l'hivernage prochain, et l'hivernage d'ici 20 ans, l'hivernage d'ici 50 ans, que vont devenir ces gens-là qui sont de ce terroir-là. Donc pour moi, c'est bien pour calmer le jeu, mais il faut aller plus loin que ça et voir la durabilité. Mais là se pose, au-delà de la durabilité, une question de rentabilité entre les exploitations familiales et l'agrobusiness. Et ma foi, l'État va pencher naturellement pour l'agrobusiness. Non, je dis non. L'État, justement, c'est ça que je dis. L'État doit savoir que ces communautés-là et ces exploitations familiales, c'est des exploitations où des familles, des Sénégalais vivent et font vivre d'autres. Donc, il faut d'abord percevoir les exploitations familiales comme une entreprise rurale et qui a besoin aussi de se développer et de se renforcer. Et c'est là où on avait dit que dans le processus de réforme, pour ne pas prendre les terres, faire titre foncier et garantir et que le marché n'est pas sécurisé et tout ça là, on a pensé qu'effectivement, il faut que l'État arrive à trouver des mécanismes d'accompagnement en termes de financement, en mettant un fonds de garantie, aider ces communautés-là à prendre un financement assez suffisant et pouvoir faire un investissement qui ne détruit pas leur environnement, mais qui leur génère des ressources durables, qui leur donne aussi, parce que l'économie nationale ne sera profitable aux communautés, à la population, que quand aussi, au niveau des familles, que chacun arrive à être autosuffisant à tous les niveaux. Madame, famille bu nekk gis sa bopp. Mais généralement, on va, c'est la RSE, on réhabilite un poste de santé par-ci, une maternité par-là, croyant que on travaille justement pour la communauté. Alors, au-delà de certaines années, la population sort. Moi, j'ai vu même dans une zone où on a promis aux gens un matériel pour l'échographie, rien que pour ça, ou bien du matériel informatique, ou bien de fourniture. Mais je dis, c'est là où je dis, l'État doit être responsable. Si les populations avaient bien compris que cette maternité-là va leur coûter des centaines et des milliers d'hectares partis pour de bon, elle allait dire que nous préférons construire notre maternité avec nos propres ressources ou avec nos moyens naturels, banco et tout, que de chercher une maternité qui récupère notre richesse fondamentale pendant des milliers d'années et qu'on ne pourra plus contrôler et qui part. C'est l'État qui doit refuser un certain nombre de promesses qui ressortent des moyens de l'État et qui fait l'objet
en tout cas d'argumentaire pour prendre des centaines et des milliers d'hectares. Non. Voilà, à vous entendre avec ce développement de l'agrobusiness, en fait, c'est la fin, où on va vers la fin des exploitations familiales. Mais oui, si ça continue comme ça, tu prends une zone, un village où il y a l'élevage, il y a l'agriculture, tu prends la plupart des terres, tu donnes ça à une multinationale. Et bon problème, c'est que comment il faut que les gens arrivent à réfléchir dans la durabilité. De plus en plus, les moyens de production se développent. Ils finiront par dire, même cette main-d'œuvre-là, on a trouvé des mécanismes plus efficaces et moins coûteuses, nous n'en avons plus besoin. Donc ça veut dire qu'il faut que les Africains, que les Sénégalais, que nos dirigeants se ressaisissent et arrivent à faire de ce patrimoine africain, que ça soit le foncier pour l'agriculture, pour l'élevage, même les mines, à les exploiter de façon durable au profit de la communauté. On exploite ce qu'on peut actuellement et le reste, on laisse ça aux générations futures. Voilà. C'est ça qui est normal. Voilà. Mais pensez que tout est là. Et chacun dit oui, je veux. Moi, j'ai peur. Est-ce qu'on cherche à gouverner pour faire évoluer les Sénégalais? Ou bien tous ceux qui ambitionnent, moi aussi je veux. Est-ce que c'est pas seulement pour courir vers cette ruée de richesse? De 2000 à 2010, on annonce que 650 000 hectares de terre ont été octroyés à 17 investisseurs privés étrangers ou nationaux. Alors, si l'on fait la balance, les populations concernées tirent-elles vraiment profit, comme on disait tout à l'heure, de ces investissements-là? Vous avez dit que c'est en 2010 qu'on a ça. Ces chiffres-là. Heureusement qu'il y en a un tout petit peu qui recule. Si je prends le cas de Dodel, où les populations se sont battues pour récupérer. Mais si on refait une étude, je crains que cela n'augmente. Donc ça veut dire que si on regarde les multinationales qui se sont installées jusqu'ici, allons-y dans ces zones évoluer pour voir est-ce qu'il y a des changements au niveau des communautés ou bien il y a des changements chez la multinationale qui s'enrichit. Et certaines multinationales exploitent d'ailleurs. Les produits sont vendus ailleurs. Mais ces multinationales, justement, elles ne sont pas venues pour régler la faim, mais plutôt c'est pour faire des devises, amener ça ailleurs, ou bien venir cultiver des choses que nous, on aurait pu cultiver facilement et nous les revendre. Si on prend les pastèques, les melons. Amban, par exemple. Voilà, celui qui fait des pommes de terre. Et avec toute cette zone de Niayes qui a sa valeur, qui est capable de tout donner, nos zones écologiques, si on regarde, dans chaque zone, il y a des valeurs naturelles qui sont là. Cette zone pour donner des légumes, l'autre pour donner des céréales. Là, le bassin arachidier donne l'huile. Le fleuve, c'est le riz, c'est le sorgho, même les légumes. Donc, cette diversité-là, si aujourd'hui on les mettait en valeur avec cette jeunesse qui se cherche, je dis bien que le Sénégal aurait pu non seulement être autosuffisant, mais même un pays donateur. Mais l'argument qu'on vous donne, c'est que nos producteurs n'ont pas de moyens et ne peuvent pas, inonder le marché, sinon remplir le marché de certains produits comme la pomme de terre, l'oignon, etc. Il nous faut, c'est l'agrobusiness à côté. Non, c'est-à-dire que nos producteurs... Satisfaire, le marché. C'est justement là où je dis l'État doit quand même trouver des moyens et des mécanismes mieux organisés avec tous les milliards qu'on injecte en début de chaque campagne hivernale, comment mieux arriver à organiser cette gestion et à soutenir de façon durable l'agriculture. Si on organise le marché, si on soutient les jeunes, on renforce aussi leur capacité en termes de formation. Et on dit aussi qu'on organise tout ça avec le marché, avec des unités de transformation, industrie rurale, toute une chaîne. Je dis que le Sénégal peut s'autosuffire en oignons. Les oignons se produisent rapidement dans la zone des Niayes, dans la vallée du fleuve Sénégal, un peu partout, avec des chambres de froide, avec des systèmes de stockage, on peut bien garder. La pomme de terre qui se produit dans les Niayes et qui peut même être produite aussi dans les autres zones, avec une meilleure conservation, on peut bien
trouver des mécanismes de conserver et continuer à nous nourrir avec des systèmes et des techniques de production durables, avec des pratiques agroécologiques, donc qui permettent aussi de conserver aussi longtemps que possible la production. Autrement dit, c'est une volonté politique. Voilà, si je vois clair, vous proposez en fait une réforme de nos systèmes de production. On propose une réforme de nos systèmes de production, qui va avec les besoins de nos communautés, qui sécurise les générations futures, mais que l'État met la patte. Et le président nous a dit qu'il met l'agroécologie dans le Sénégal émergent. Et il faut qu'on arrive à avoir une réforme qui correspond à ce Sénégal émergent, la réforme foncière. Un modèle de gouvernance de ces ressources et aussi des systèmes et des pratiques de production qui fait de cette émergence une émergence durable, pour que ça ne soit pas une émergence éphémère portée par des multinationales. On veut une émergence portée par les femmes, les jeunes. Mais comment, si les femmes n'ont pas accès à la terre au Sénégal? Vous savez, cette question, les femmes n'ont pas accès à la terre. Mais à la situation actuelle, si on continue, même les hommes ne vont plus accéder à la terre. C'est ça aussi la question. Ce processus de réforme que nous proposons met en compte les femmes. Donc si on parvient à avoir une démarche participative et inclusive, c'est là où on dit les groupes paritaires, les problèmes des femmes seront aussi intégrés. Parce que aussi, si seulement c'est la loi qui donnait les terres aux femmes, la loi de domaine national dit que tout le monde peut accéder. Mais c'est des problèmes de proximité qu'il faut arriver à régler avec les acteurs au niveau de la base. Des problèmes sociaux, culturels surtout. Exactement. Voilà. Et ça se règle. Dans certaines zones, ça se règle. Il y a des populations, si on travaille bien, on le fait comprendre, elles arrivent à donner de la terre aux femmes. Et puis, il y a d'autres... Mais c'est juste des lopins de terre, demi-hectare, 1 hectare, tout au plus. Il faut différencier, il y a deux choses. Il y a les femmes dans un groupement, c'est cet esprit de groupement-là qui a amené... Oui, le conseil rural a délibéré 4 hectares pour une centaine de femmes. Mais les femmes, avec un renforcement de capacité, avec un système de financement durable, elles accèdent au financement. Elles parviendront aussi au sein de leur communauté à posséder de la terre. Parce que ni la religion, ni la loi domaine national, quelle que soit la nature de la loi, n'interdit à la femme de prendre aussi au niveau des terres qui sont là au niveau des terroirs. Et les exploiter. Exactement. Et si elle a des moyens. Le cas qu'on donne souvent, c'est le cas de Mme Korka Diao à Richard Toll. Exactement. Et qui a même quitté de Richard Toll à Ronco, partout pour aller. Vraiment, c'est une capacitation qu'il faut. Et aussi avoir des moyens. C'est un système de financement durable. Ne pas attendre, oui, la campagne va démarrer, on vous met une ligne de crédit au CNCA, le temps de courir, formuler la demande, avoir les semences, une bonne partie de la période bonne pour cultiver vous a échappé. Mais si on a un système, une femme, une famille qui a ses 5 hectares, qui a ses 3 hectares, qui trouve un modèle de financement, d'installation, de mise en place de tout un processus, n'est-ce pas, avec des marchés sécurisés, contrôlés, et on te dit, voilà, tu as 2 ans ou 3 ans de battement et tu te mets à rembourser, mais les gens vont accepter. On ne demande pas qu'on donne aux producteurs, mais on demande à l'État de mettre un minimum de garantie sans que la terre ne soit pas, en tout cas, donnée comme gage, parce que ça risque de partir. Et ceux qui cherchent les terres là, ils ont plusieurs moyens, plusieurs idées. Soit ils arrivent à embarquer la population dans ça, soit on dit oui, on va réformer, faire un titre foncier. Tu cultives 1 fois, 2 fois, tu n'arrives pas à vendre, le jeune est découragé, mais comme il a le titre foncier, il va vendre et partir. Donc c'est des mécanismes aussi en douce que ceux qui ont des sous ou ceux qui réfléchissent à la place des investisseurs mettent en place d'ici 10 ans, 50 ans pour que les terres partent. Mais l'État veille, puisque dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier, le président Macky Sall a instruit le ministre des Finances et du Budget d'engager des réformes afin qu'il ne soit plus possible d'octroyer des titres fonciers sur les terres arables. Mais c'est là où nous sommes contents. Là.
Là, il reprend entièrement les propositions de la société civile, le CRAFS, autour de la loi domaine national. Cette loi qu'on a regardée de A à Z avec des juristes avérés, reconnus au Sénégal et les paysans ensemble. Ce pas des juristes qui se sont enfermés dans la salle, mais c'est des juristes avec la société civile et des organisations paysannes. Et on a trouvé des consensus, des formules juridiques qui sécurisent les terres sans titre foncier, comme il l'a dit. C'est pour cela, quand je l'ai entendu, j'ai enlevé mon foulard, j'ai dansé. Je dis en tout cas, c'est ça. Le combat n'est pas encore terminé, mais tout de même. Bien sûr, voilà. Il l'a dit. Le dire aussi et l'appliquer, ça fait deux choses. Et c'est pour cela que nous pensons, effectivement, il faut qu'on arrive à instaurer une écoute mutuelle. Et on a dit, je vous ai dit qu'il y a le Procasef qui a entamé, qui nous a contactés pour vraiment demander nos conclusions. Vont-ils les organiser ou pas? Iront-ils jusqu'au bout? Donc, tout ça, nous, on est à l'affût et on essaie aussi de surveiller. Et croyez-vous que, en fait, cette réforme-là va aboutir? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Cette réforme-là, il y a beaucoup d'enjeux, ça c'est sûr. Mais je crois que l'engagement des communautés actuellement qui ont compris et qui sont au premier plan pour la sauvegarde de leurs ressources, l'engagement de la société civile, je dis bien pour le moment les déclarations du président, si tout ça là on arrive à mettre ça en musique, je me dis que peut-être que ça peut aboutir. Si le président ne se limite pas uniquement aux déclarations et qu'il cherche à sa mise en œuvre en sachant qu'aujourd'hui il est hors de question et même de tout temps d'avoir une loi acceptée de tous sans la participation de tout le monde. Mais si tout le monde participe, si tout le monde est conscient avec cette approche, en écoutant les dires des paysans, les propositions des paysans, je ne dis pas de les prendre intégralement, mais au moins que ça soit le socle de nos réflexions, c'est sûr qu'on aura des lois comprises par les populations et applicables par tous, avec maintenant un système de valorisation de ces terres. Il ne faut pas aussi imaginer une loi, dire voilà que je vais vous laisser les terres, et après 10 ans, un autre président vient, il dit oui, on vous a laissé les terres, vous n'avez rien mis. Non, on veut des terres, mais on veut aussi un accompagnement pour la mise en valeur. Toutes ces propositions, est-ce que vous avez peut-être essayé de rencontrer le chef de l'État pour lui soumettre tout cela, ou juste ce sont des rapports que vous produisez ou des séminaires que vous tenez? Bon, on tient des séminaires, on associe quelquefois les élus locaux, mais aussi on cherche à avoir le président, mais vous savez bien que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais on veut bien le rencontrer, on cherche à le rencontrer, on l'invite à nous rencontrer. Il a dit des choses à la fin de l'année qui nous intéressent et sur lesquelles nous sommes, en tant que société civile, en tant que CRAFS, en tant qu'organisation qui réunit les paysans, le CNCR et toutes les ONG engagées dans ce processus-là, pour lui faire part de nos résultats de réflexion. Et lui faire comprendre que nous, là, nous sommes des Sénégalais purs et durs. Nous cherchons l'intérêt des Sénégalais actuels, mais aussi des Sénégalais d'ici 100 ans. Et un environnement aussi vivable avec cette transition agroécologique. Justement, que peut apporter cette transition-là, cette transition écologique? C'est-à-dire, on va passer d'un stade A à un stade B. Est-ce que nos producteurs sont assez outillés, formés pour cela? En tout cas, nous, au niveau des ONG, des organisations paysannes, nous avons des zones écologiques qui, depuis des décennies, y sont en train de chercher la transition agroécologique de un. Il faudrait arriver à comprendre qu'il s'agit d'abord de redonner la vie à notre terre. Elle est fatiguée, cette terre-là, avec l'utilisation des engrais sans matière organique. Une surutilisation de la terre. Exactement. On sait aussi que cette terre-là, on est en train d'organiser des reboisements un peu partout. Mais ces champs-là ont besoin d'être protégés. Il y a certaines pratiques qui ne concourent pas à la vie, comme par exemple les cultures de brûlures, comme par exemple l'utilisation d'un certain matériel très lourd
dans certains types de sols. Tout ça, ça ne tient pas. Donc, il y a un certain nombre de pratiques qu'il faut arriver à modifier. Nous savons aussi qu'il faut arriver à reprendre certaines pratiques, la jachère, la rotation des cultures, l'association des cultures, la diversification des cultures. Tout ça, il nous le faut. Il faut arriver encore à recréer cet amour entre l'agriculture et l'élevage. Donc ça aussi, de plus en plus, on sent une distanciation entre l'éleveur et l'agriculteur, et tout ça est dû au rétrécissement de la terre. Donc il y a toujours des conflits, et c'est des ennemis. Donc tout ça fait partie de la transition agroécologique. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, notre système de traitement, les pesticides qu'on utilise dans notre agriculture et qu'on consomme, ça affecte nous-mêmes au point de vue santé. Mais ça affecte aussi la terre. La terre, voilà. Et voilà, nous savons aussi que les engrais, ça ne nourrit pas le sol. Il faut d'abord donner de la matière organique, suffisamment de fumure, et si tu mets un peu d'engrais, là ça donne. Mais on a abusé de la générosité de la terre qui était fertile depuis après les indépendances. Après l'introduction de tous ces produits, on a mis, elle finit par rendre l'âme. Donc, nous avons besoin de reprendre cette transition agroécologique. Avec une régénération des sols. Exactement. Avec la revitalisation de la nappe phréatique. Les intempéries qui tapent sur le sol aujourd'hui. Certainement, il y a l'avancée de la mer qui accentue la salinisation. Mais l'évaporation de l'eau aussi fait partie. Donc, nous avons besoin de temporiser ces coups de soleil-là qui tapent sur cette terre. Mais aujourd'hui, avec ces changements climatiques, il n'y a pas d'inquiétude? Mais bien sûr, justement, par le monde entier, tout le monde est inquiet aujourd'hui. Les gens pensent qu'il y a la pollution, certes. Mais nous, les plus grosses conséquences des changements climatiques, c'est cette désertification qui est là, qu'on pense qui avance, certes, mais qu'on crée. La désertification urbaine, tous ces bâtiments-là qui profilent de Dakar jusqu'à Tivaouane, Mbour, Kaolack, mais tout ça aussi, il faut arriver à avoir une autre vision de développement de nos villes, développer les villes à l'intérieur du pays pour quand même permettre aux gens de respirer, de vivre mieux. Vous voyez aujourd'hui combien de véhicules qui circulent dans Dakar, la pollution, et ça ne fera qu'augmenter. Donc, c'est tout ça qui fait que la transition agroécologique, et l'agroécologie, c'est pas seulement les pratiques agricoles, mais c'est un peu un modèle de vie agréable. Un modèle de vie qui permet l'épanouissement de l'homme. Est-ce que nos producteurs, je veux dire, sont prêts à cette réforme? Là, vous parlez de réforme, justement. Mais c'est pour cela qu'on a dit transition. Voilà. Les producteurs, la plus grande partie est consciente de ça. Mais ce qui était important aussi, c'est la prise de conscience de l'État. Parce que aussi, quelle que soit la volonté des ONG et des organisations paysannes, il faut que l'État en fasse une vision politique et que l'État soutienne. Et comme nous on dit, que le président l'a déjà dit, et vous l'attendez au tournant? Non, c'est-à-dire qu'on est allé au-delà. Voilà. Que tous les acteurs de l'agroécologie se sont retrouvés au Sénégal dans une dynamique qui s'appelle DITAES, la dynamique sur la transition agroécologique. Nous avons travaillé pendant plus de 6 mois à travers les zones agroécologiques pour répertorier non seulement les initiatives qui existent, mais en formulant des propositions avec les producteurs. Et ça a fait l'objet d'un document qu'on a appelé document de contribution à la vision, en tout cas à la déclaration du président autour de la transition agroécologique. Nous lui avons soumis ce document-là. Le ministre de l'Agriculture a participé à 2 jours de réflexion avec des ateliers nationaux, sous-régionaux, ici au Sénégal. Et le ministre de l'Agriculture et le directeur du cabinet ont présidé la journée de l'agroécologie ici au Grand Théâtre. Et nous avons remis au ministre de l'Environnement actuel ce document dit document de contribution. Et le président lui-même a donné une contribution pour nous soutenir dans ces journées-là. Et je me demande pourquoi
il ne lit pas notre document et qu'il nous interpelle et qu'on voit comment mettre ça en œuvre. Si le président ne vient pas vers vous, vous allez vers lui, c'est ça? Mais bien sûr, nous allons nous recontacter. Maintenant, il y a eu la Covid. Juste après nos journées, la Covid s'est déclarée. Et je crois aussi que la nature dont nos médecins expliquent aujourd'hui la Covid, qui tape beaucoup sur les asthmatiques, sur les tuberculeux, sur les hypertendus, n'est-ce pas? Donc tout ça, je crois que ça va attirer notre réflexion pour vivre mieux et manger mieux. Voilà, Madame Mariam Sow, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau international ENDA Tiers-Monde. Vous êtes également leader environnementaliste et défenseur infatigable du monde rural. Radio Sénégal vous remercie. Je vous remercie, M. Diallo, de me donner l'opportunité de parler. Et j'espère que le président va m'entendre. Et on boxe sur le même ring. Vraiment, si c'est ça, s'il est le président de tous les Sénégalais, nous cherchons les intérêts des Sénégalais et surtout de ce monde rural. Et on espère que personne ne sera KO. Voilà. Inch'Allah. Au micro pour la présentation, Thierno Diallo, technique Nico Fall, Abidjé Cissé. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans 2 semaines.